Donc après la lecture magistrale et l'explication des mots difficiles, on passe maintenant à la partie compréhension. On va commencer par la première partie du travail, comprendre les mots du texte. Donc on ne va pas travailler sur l'ensemble des consignes, on va mettre le doigt uniquement sur la troisième et la cinquième question. Alors la question 3, on est appelé à lire les vers 2, 13 et 21. La partie B, quelles remarques pouvez-vous formuler à propos de ces vers? La partie C, ou la consigne C, réécrivez-les de façon correcte en français actuel. En français actuel, c'est-à-dire qu'il y a donc deux façons de parler, deux façons de s'exprimer. L'ancien français, le français désuet, qui n'est plus d'usage actuellement, aujourd'hui, et le français actuel, donc, qui nous permet comme ça donc de nous exprimer facilement. Alors vous avez donc la réponse à la question. Le langage utilisé dans ces vers n'est pas couramment utilisé actuellement, n'est pas couramment utilisé aujourd'hui. Donc c'est un français désuet, un français suranné, un français ancien qui n'est plus d'usage aujourd'hui. Le vers 2 veut dire « nous allons le montrer ». Donc le « L » qui figurait avant le verbe « allant », il est déplacé comme ça pour devenir donc, pour nous donner comme réponse « nous allons le montrer ». On va le mettre après le verbe « allant » et non avant. Nous allons le montrer tout à l'heure. Le vers 13, le 13e vers, que je vais me désaltérer dans le courant. Donc vous avez donc le vers 13, on va le relire. Voilà. Que je me va désaltérant dans le courant, que je me va désaltérant. Ça va nous faire que je vais me désaltérer dans le courant. Et le vers 21, vous avez donc le vers 21, repris l'agneau, je tète encore ma mère. Je tète. Dans le texte, le verbe têter, il est écrit T-E-T-T-E. Alors actuellement, donc, on va mettre bien sûr donc T-E accent grave, T-E, le verbe têter, qui veut dire donc la même chose. Et vous avez encore, encore. Dans le texte, il s'agit donc d'une latitude poétique. Il s'agit d'une latitude poétique, donc l'aspect graphique n'est pas le même. Dans le texte, c'est encore sans E, et c'est fait pour des raisons poétiques, bien sûr. Mais dans la traduction au français actuel, vous avez « je tète encore avec E ». Encore avec E, ma mère. Je tète le lait de ma mère. Alors pour la question 5, tu seras châtié vers 9. Tu seras châtié vers 9. Vous avez donc le verbe. Tu seras châtié de ta témérité, d'avoir voulu piétiner mon espace, d'avoir voulu troubler mon breuvage et tout. Automatiquement, vous avez la réponse. Le synonyme à mettre à la place de châtier, c'est puni. Vous avez donc puni, le participe passé, puni. On dira donc, tu seras puni. Le châtiment veut dire la punition. Alors en matière donc de châtiment, j'attire votre attention sur l'aspect donc proverbial de la chose. On peut bien citer à titre d'exemple le proverbe « qui aime bien châtie bien ». Et vous avez donc un deuxième exemple à mentionner. Qui faute mérite châtiment. Donc, qui faute mérite châtiment, c'est-à-dire qu'on peut bien donc l'appliquer dans ce sens, en parlant du poème bien sûr. Le loup veut bien donc penser que finalement l'agneau donc il a fauté, et puis après donc il mérite châtiment, mais en réalité ce n'est pas le cas bien sûr.
Il s'agit donc d'une situation tout à fait donc floue, une situation où l'agneau est une victime pure et dure. Bon, on va passer donc à la suite, Inch'Allah. Passons maintenant à la compréhension du sens du texte. Après la compréhension des mots du texte, c'est la compréhension du sens du texte avec la question numéro 7. Alors la question, vous avez, par quelle intention le loup est-il animé lorsqu'il aperçoit l'agneau au bord de la rivière? Vous avez donc la consigne B. Justifiez votre réponse en citant le texte. Donc je reviens donc à la première consigne, la consigne A. Par quelle intention le loup est-il animé lorsqu'il aperçoit donc l'agneau au bord de la rivière? Vous avez comme réponse, le loup a l'intention de dévorer l'agneau. Il a l'intention de manger la pauvre bête. C'est la prédation, c'est un prédateur. La prédation est la faim qui l'anime. Il est animé par la prédation et la faim, le fait de vouloir manger en présence d'une telle proie. Donc l'agneau, c'est sa proie préférée. Vous avez comme partie à citer dans le texte ou dans la fable, il est à jeun, le verbe jeûner. Jeûner, c'est-à-dire ne pas manger. Pendant le mois de Ramadan, les musulmans jeûnent, le verbe jeûner. Donc il est à jeun, il a le ventre vide. Vers 5. Vous avez donc le cinquième vers. Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure, qui cherchait quelque proie. Et vous avez donc que la faim attirée. Vers 6. Que la faim attirée et que la faim en ces lieux attirée. Donc ça nous fait deux mots indiciels qui montrent que le loup a faim et qu'il a besoin de manger ou de dévorer l'agneau en question. Pour la question 8, quel premier reproche, quel premier reproche adresse-t-il à l'agneau? Au verset. B, par quel argument l'agneau se défend-il de cette accusation? Donc l'un qui accuse et l'autre qui se défend. Vous avez le loup, reproche à l'agneau de troubler son breuvage. De troubler, c'est-à-dire faire en sorte que l'eau n'est plus claire. Dans une source, l'eau est claire. Mais quand quelqu'un piétine, comme ça, donc, automatiquement, ça nous fait donc une eau tout à fait donc trouble. Une eau qui n'est pas claire. De troubler son breuvage. La deuxième partie de la question, l'agneau se défend donc en utilisant comme argument le fait qu'ils, les deux personnages, qu'ils ne boivent pas au même endroit de la rivière et qu'il est situé en aval. En aval, c'est-à-dire dans le sens du courant. En aval, en amont, le contraire. En aval, à plus de 20 pas. À plus de 20 pas vers 15. Donc on va voir donc la référence. Le vers 15, comme ça. Plus de 20 pas au-dessous d'elle, c'est-à-dire donc loin de Sa Majesté. Et ça nous fait donc une façon de se défendre. À chacun sa place dans le cours d'eau. Donc vous êtes en haut, moi je suis en bas, je ne trouble point votre breuvage. Une façon de se défendre. Plus de 20 pas au-dessous d'elle. Voilà. Alors pour la question 11, il s'agit de relever donc les pronoms personnels et les groupes nominaux employés par les deux personnages lorsqu'ils s'adressent l'un à l'autre. Que révèle-t-il? Je répète, relever les pronoms personnels et les groupes nominaux employés par les deux personnages lorsqu'ils s'adressent l'un à l'autre. Que révèle-t-il? Donc la réponse serait le loup tutoie, le verbe tutoyer, c'est-à-dire donc utiliser donc le pronom tu. Une façon de rabaisser l'autre, de minimiser donc l'importance de l'autre. Le loup tutoie l'agneau avec le pronom personnel te, vers 7 et tu, vers 9. Alors vous avez donc le vers 7. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Vous avez donc te. Et vous avez donc 9. Tu seras châtié de ta témérité. Tu.
Donc vous avez donc te et tu, vers 7 et vers 9. Tandis que celui-ci réplique, il répond, il réplique en le vous voyant. Le verbe vous voyez, c'est le contraire. Hein? Tutoyer quelqu'un, vous voyez, c'est-à-dire donc utiliser le pronom personnel vous, une marque de politesse. Hein? En le vous voyant, sire, c'est-à-dire monsieur, votre Altesse, hein? Il fait de lui donc un prince, un roi. Votre Altesse, vers 10. Donc pour le vers 10, vous avez sire, répond l'agneau, que votre majesté, hein? Votre majesté, votre Altesse, votre majesté, hein? Votre majesté, votre Altesse. Vous avez donc, il utilise même la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier. Donc quand un valet s'adresse à son maître, donc automatiquement, il baisse la tête et il conjugue les verbes à la troisième personne. Hein? Il baisse la tête et il conjugue les verbes à la troisième personne. Donc ça nous fait donc le recours à la troisième personne, même si l'interlocuteur est présent. Même s'il est là, devant soi. Hein? Donc on a recours à cette technique, de cette façon donc de s'exprimer. Alors, vous avez donc elle, le pronom personnel elle, vers 15. Dans le vers 15, vous avez plus de ou plus de 20 pas au-dessous d'elle. Donc à chacun son endroit comme ça, donc, je veux dire à côté de la rivière, donc vous avez donc le loup en haut, l'agneau en bas. Il y a quand même donc une distance entre les deux, plus de 20 pas au-dessous d'elle, c'est-à-dire au-dessous de vous. Au-dessous d'elle, c'est la troisième personne. Et le déterminant possessif, ça, vers 17. Alors le vers 17, vous avez donc je ne puis, c'est-à-dire je ne peux. Le verbe pouvoir, je ne puis, c'est de l'ancien français, donc c'est une façon de dire je ne peux, je ne puis troubler sa boisson, c'est-à-dire votre boisson à vous, votre Altesse, votre Majesté. Sa boisson, à la troisième personne du singulier, donc c'est un déterminant possessif, sa boisson. Alors, qu'on marque donc la troisième personne du singulier, elle est mise comme ça, comme une marque de respect et de distanciation. La distanciation entre dominant et dominé, entre valet et maître, de distanciation d'usage entre dominant et dominé. Il s'agit en effet d'un rapport de supériorité et d'infériorité établi entre les deux personnages. Donc, dans ce cas, vous avez bien sûr donc le statut d'un supérieur, qui est donc le loup, et d'un personnage qui lui est inférieur, subalterne, c'est le personnage de l'agneau. Voilà. Alors pour la question 12, à quel vers la morale, parce que dans une fable ou un fabliau, il y a toujours une morale. C'est la raison d'être d'une fable. La mise en scène d'animaux, des animaux qui se comportent comme les humains. D'ailleurs, c'est pour finalement donc décrire des situations purement humaines. Donc dévoiler donc les défauts des mortels, les défauts donc des humains et tout. Donc les fabulistes, ils ont recours comme ça aux animaux pour visualiser ce genre de scène ou ce genre de situation. Donc je reviens donc à la question. Vous avez relevé donc à quel vers la morale de cette histoire est-elle énoncée? La consigne B, selon vous, l'auteur de cette fable juge-t-il cette morale conforme à la justice? Et la dernière consigne, quelle injustice cette fable dénonce-t-elle? Quelle injustice cette fable dénonce-t-elle? Donc, la réponse serait, la morale est énoncée au vers 1, au premier vers. De prime abord, vous avez donc la morale qui flash, comme ça, au niveau lecture. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Donc ça, c'est la morale de la fable. La raison du plus fort est toujours la meilleure. La morale est énoncée au vers 1. L'auteur de cette fable la juge non conforme.
conforme, non conforme. Hein? Donc non conforme à la justice. Pourquoi? Parce qu'il s'agit donc d'un lynchage. Alors le lynchage, c'est une situation où finalement donc l'accusé, hein, on dirait qu'il n'a pas donc le droit de se défendre. Il n'a pas le droit de se défendre. Et par la suite, il est lynché, le verbe lyncher. Il s'agit d'un lynchage. La pauvre bête, hein, l'agneau, hein, il a été donc lynché par le loup. On ne lui a pas donné donc l'occasion de se défendre, hein, de dire ce qu'il a à dire. Et par la suite, il s'agit d'une situation de lynchage. Elle dénonce la loi du plus fort. Hein, la loi du plus fort, qui utilise des arguments faux et absurdes. Donc, il use donc d'arguments faux et absurdes. Pourquoi faire? Pour condamner, hein, pour noyer sa victime. Pour condamner, pour noyer sa victime. Voilà. Donc ça, c'est finalement donc Dame Nature qui nous dicte finalement donc un rapport de force entre les supérieurs, hein, les prédateurs, et les inférieurs, hein, donc les proies. À titre d'exemple, le loup et l'agneau. Donc pour la toute dernière partie, hein, en matière de compréhension, on va donc passer à la compréhension de l'organisation, l'aspect donc organisationnel du texte, l'organisation du texte, avec la question 13 et la question 14. Alors pour la question 13, vous avez à quel vers le récit débute-t-il? Débuter, c'est-à-dire commencer. Commence-t-il? Dans ce vers, relevez le verbe conjuguer et justifier son emploi. Quel est le temps de référence du récit? Donc je répète, à quel vers le récit commence-t-il? Dans ce vers, relevez le verbe conjuguer et justifier son emploi. Quel est le temps de référence du récit? Alors vous avez comme réponse, le récit commence au vers 3. Le troisième vers, dans la fable, vous avez donc un agneau se désaltérer. Hein? Donc c'est le vers de démarrage, hein, de la matière donc narrative du récit. Le récit commence au vers 3, le verbe se désaltérer à l'imparfait est conjugué à l'imparfait de l'indicatif pour exprimer une action en cours d'accomplissement. Donc l'action de se désaltérer comme ça, de boire, ça prend du temps quand même. Donc c'est une action en cours d'accomplissement. Pour la question 14, le début et la fin du dialogue. Donc je reviens donc à la question 14. Quels signes de ponctuation vous permettent de repérer le passage qui rapporte le dialogue? La partie donc qui délimite, hein, comme ça donc l'aspect dialogique, hein, dans le texte. Relevez les verbes de parole associés aux 4 premières répliques des personnages. À quel temps sont-ils conjugués? Et justifiez l'emploi de ces temps. Donc pour la réponse à la question 14, vous avez donc le début et la fin du dialogue. Ils sont marqués par l'ouverture et la fermeture des guillemets en tant que signe ponctuationnel, hein, signe de ponctuation. Vous avez donc les guillemets, l'ouverture au vers 7 et la fermeture au vers 27. Ça, c'est la partie dialogique entre les deux personnages. Les verbes de parole, hein, les verbes introducteurs, les verbes de parole qui introduisent les paroles des personnages, les verbes de parole figurant dans les 4 premières répliques sont le verbe dit, vers 7, le verbe répond, vers 10, le verbe repris 2 fois mentionné, hein, vers 18 et vers 29. Ils sont au présent et au passé simple. Donc quand on parle du présent, il s'agit donc de l'aspect donc discursif de la chose. Il s'agit donc d'un discours. Et les temps du discours donc contiennent déjà, hein, le présent par excellence. Pour le reste, si vous tombez sur un verbe conjugué essentiellement au passé simple, il s'agit donc de l'aspect narratif de la chose. Donc c'est un temps du récit, au même titre que l'imparfait, le passé simple. L'imparfait pour, hein, le récit, le présent, le futur, le passé composé pour ce qu'on appelle donc le discours. Donc tout compte fait, nous aurons parlé, hein, des 3 aspects, hein,
de la compréhension du texte, comprendre les mots, comprendre le sens et comprendre l'organisation. Alors sur ce, je termine la séance de lecture d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez donc profité pleinement. Et je tiens donc à signaler que je vous demande pardon pour la qualité de ma prestation, pour les deux séances donc de lecture, je veux dire la séance donc, que j'ai déjà faite, et la séance d'aujourd'hui, pour la simple raison que le disque est mal placé, pour des raisons purement psychologiques. Restez à la maison, travaillez bien, ne sortez pas, ne pensez pas à sortir, restez à la maison. C'est bien pour vous et pour tout le monde d'ailleurs. Et bon courage. À la prochaine, Inch'Allah. Bye bye.